Un millionnaire découvre le fils de sa gouvernante qui lui ressemble trait pour trait et l'enfant l'appelle « papa » en plein dîner de gala. Un garçon de 4 ans à peine venait de traverser un salon de réception bondé d'hommes d'affaires et de personnalités, courant droit vers le fiancé et criant un seul mot qui fit s'arrêter 50 cœurs au même instant. La gouvernante sentit son sang se glacer dans ses veines. La fiancée ouvrit la bouche, incapable d'émettre le moindre son. Et le secret, endormi depuis 5 ans, venait de se réveiller brutalement, prêt à tout dévorer. « Papa !» La voix résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Gabriel filait entre les tables décorées de pivoine rare. Ses petits pieds nus martelaient le parquet Versailles, tandis qu'il esquivait des serveurs en livrée impeccable. Alexandre Dumont, le fiancé, tourna brusquement la tête. Le garçon ne ralentit pas. Il passa en trombe devant une dame en robe brodée, évita un plateau de coupe de champagne rosé. « Qui a laissé entrer un enfant ici ?» murmura quelqu'un. Gabriel atteignit enfin la table d'honneur. Ses bras s'agrippèrent à la jambe d'Alexandre, comme s'il s'agrippait à la vie elle-même. « Papa, tu es venu !» Les yeux du petit garçon brillaient d'une joie pure. Éléonore, la fiancée drapée dans un fourreau de soie blanche, laissa tomber sa fourchette. Le métal heurta la porcelaine fine dans un son aigu qui déchira le silence. « Alexandre, qui est cet enfant ?» 3 serveurs se figèrent sur place. Une coupe glissa des doigts de l'un d'eux, se brisant sur le sol. Le liquide doré s'étala comme une tache de culpabilité. De l'autre côté du salon, Sophie observait la scène, les yeux écarquillés. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Le plateau qu'elle tenait se mit à trembler de façon incontrôlable. Les canapés glissaient dangereusement vers le bord. « Non, pas maintenant, pas comme ça, lâche-moi !» siffla Alexandre entre ses dents serrées. Chaque invité tourna le cou en direction de la table d'honneur. Les chuchotements commencèrent à se multiplier, tels des étincelles se transformant en incendie. Alexandre attrapa l'épaule du serveur le plus proche. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu noir de l'uniforme avec une force suffisante pour laisser des marques. « Faites sortir cet enfant immédiatement et renvoyez sa mère. Maintenant. » Le visage de Sophie perdit toute couleur. Ses jambes flageolèrent, le plateau s'échappa de ses mains et explosa contre le marbre. Comment un homme peut-il croiser le regard de son propre sang et choisir de ne pas voir? Et ce fut à cet instant que tout le monde le remarqua. Ce garçon avait exactement les mêmes yeux verts pénétrants que le fiancé, la même forme de visage, la même fossette au menton quand il souriait. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette ressemblance était sur le point de déterrer une vérité qui changerait cette soirée et cette famille pour toujours. Avant de découvrir ce qui va suivre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Des milliers de personnes font déjà partie de cette communauté. Sophie Fortin avait 28 ans et un cœur qui portait le poids de 1000 secrets indicibles. Depuis 6 ans, elle franchissait chaque jour les portes de l'hôtel particulier des Dumont à 5h15 du matin. 6 ans à polir une argenterie qui valait plus que son salaire annuel. 6 ans à nettoyer des lustres en baccarat qui pendaient comme des constellations figées. 6 ans à être invisible. Les gens regardaient à travers elle comme si elle était faite de verre transparent. Quand elle servait le petit déjeuner, personne ne disait bonjour. Quand elle faisait les chambres, personne ne remerciait. Elle n'était qu'un élément de plus dans le décor fastueux de cette maison, utile, discrète, facilement remplaçable. Mais Sophie ne s'était jamais plainte. Elle était fière de chaque centime gagné honnêtement, fière de se réveiller avant le soleil pour s'assurer que son fils ait à manger et un toit sur la tête, fière de n'avoir jamais tendu la main pour demander l'aumône ou des faveurs. Parce que Sophie avait Gabriel, son petit garçon de 4 ans, des cheveux châtains qui ondulaient en mèches rebelles le matin, des yeux verts qui brillaient comme des pierres précieuses quand il découvrait quelque chose de nouveau. Un sourire si lumineux qu'il parvenait à éclairer les jours les plus sombres. Gabriel dormait dans la petite chambre de bonne, sous les toits de l'hôtel particulier. Les murs avaient la peinture écaillée par endroits.
La fenêtre grinçait lorsque le vent soufflait fort. Le ventilateur faisait un bruit constant que Sophie avait appris à considérer comme une berceuse. Mais cette petite chambre était un sanctuaire. Sophie gardait tout impeccablement propre. Les draps sentaient toujours la lavande. Les jouets d'occasion étaient rangés dans des boîtes colorées. Les livres qu'elle achetait chez les bouquinistes formaient une petite bibliothèque sur l'étagère qu'elle avait elle-même installée. Gabriel ne se plaignait jamais de rien. Il dessinait pendant des heures avec les crayons de couleur que Sophie avait mis 3 mois à économiser pour acheter. Il jouait seul avec les quelques jouets qu'il avait, inventant des histoires élaborées où il était un astronaute explorant des galaxies lointaines. Il regardait les livres illustrés avec fascination, même sans savoir encore lire tous les mots. Mais il y avait les questions. Des questions qui transperçaient le cœur de Sophie comme des éclats de verre. « Maman, il est où mon papa? Pourquoi tous les autres enfants ont un papa et pas moi? J'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça qu'il ne veut pas me voir ?» Sophie esquivait toujours, changeait de sujet, inventait des excuses vagues sur un père qui était loin, qui travaillait, occupé par des choses importantes. Des mensonges enveloppés dans des couches de protection, comme des pansements sur des plaies qui ne guérissaient jamais complètement. Comment expliquerait-elle à un enfant de 4 ans que son père vivait dans la même maison, qu'il les croisait dans les couloirs de marbre sans même un regard, qu'il dînait dans le grand salon pendant que Gabriel mangeait sous les toits, qu'il existait entre eux un abîme social plus grand que n'importe quelle distance géographique? Le secret avait commencé il y a 5 ans, lors d'une nuit que Sophie n'oublierait jamais. La fête du réveillon de l'entreprise Dumont. Champagne français, orchestre live, des femmes portant des robes qui coûtaient plus cher qu'une voiture. Sophie aidait à servir les invités quand elle avait trouvé Alexandre seul dans le jardin. Il s'était disputé avec sa petite amie de l'époque, avait trop bu. Ses yeux portaient une tristesse profonde que Sophie avait immédiatement reconnue, la solitude de celui qui a tout, mais ne se sent vu par personne. Ils avaient parlé, pendant des heures, de rêves perdus, des masques que les gens portent, de ce que c'est que d'être invisible même, entouré de monde. « Savez-vous quel est le pire ?» avait murmuré Alexandre cette nuit-là. « Personne ne me voit vraiment. Il voit le nom brodé sur la chemise, l'argent sur le compte en banque. Mais moi, l'homme véritable, celui-là, personne ne le connaît. »« Moi, je vous vois », avait simplement répondu Sophie. Et elle le voyait. Elle voyait un homme effrayé prétendant être invincible. Elle voyait quelqu'un emprisonné dans des attentes qu'il n'avait pas demandé à porter. Elle voyait un être humain sous toute cette armure d'arrogance et de pouvoir. Le reste de cette nuit était flou dans la mémoire de Sophie. Des fragments décousus. La sensation d'être vue pour la première fois de sa vie, d'être désirée, d'importer. Quand le soleil s'était levé, Alexandre avait disparu. Les jours suivants, il l'avait complètement évité, agissant comme si rien ne s'était passé, comme si Sophie faisait à nouveau simplement partie du décor. 2 mois plus tard, Sophie découvrit qu'elle était enceinte. Elle essaya de lui dire, elle se rendit jusqu'à la porte de son bureau 3 fois, mais elle se bloquait à chaque fois. Les mots mouraient dans sa gorge. Comment arriverait-elle pour dire « Vous vous souvenez de moi ?» L'employé invisible avec qui vous avez passé cette nuit-là et que vous avez ensuite feint de ne plus voir? Alors Sophie décida d'élever Gabriel seule. Elle ne voulait pas être vue comme une profiteuse. Elle ne voulait pas d'aumône. Elle ne voulait pas de pitié ou d'argent taché de culpabilité. Elle voulait la dignité. Et c'est ce qu'elle avait construit ces 5 dernières années. Une vie humble, mais digne. Un fils aimé, un amour féroce qui ne dépendait pas de compte en banque ou de nom de famille important. Mais Gabriel grandissait, et les questions devenaient plus difficiles à esquiver. Il commença à observer Alexandre quand il le voyait de loin, comparer, remarquer. « Maman, cet homme me ressemble beaucoup. » Sophie savait qu'un jour la vérité exploserait. Elle n'imaginait juste pas que ce serait aujourd'hui, au dîner de fiançailles, devant 50 témoins de la haute société parisienne. Alors que le plateau brisé gisait à ses pieds et que les regards accusateurs lui transpercèrent la peau, Sophie sentit quelque chose changer en elle.
une fissure dans le mur qu'elle avait construit autour de son secret, car à partir de maintenant, il n'y aurait plus moyen de prétendre que Gabriel n'existait pas. Mais la vérité, c'est que Sophie n'avait jamais voulu que les choses en arrivent là. Elle n'avait jamais voulu de scandale, de drame ou d'exposition publique. Ce qu'elle voulait, c'était quelque chose d'infiniment plus simple et d'infiniment plus impossible. Elle voulait que Gabriel ait un père. Pas une photo délavée cachée dans une boîte sous le lit, pas une histoire inventée sur un homme important qui vivait trop loin pour venir le voir. Pas un nom murmuré dans des réponses évasives quand le garçon posait des questions innocentes. Un vrai père, en chair et en os, présent. Sophie observait d'autres enfants au parc Monceau pendant ses jours de congé. Elle voyait des pères pousser des balançoires, apprendre à faire du vélo, tenir de petites mains avec fierté, applaudir chaque petite réussite comme si c'était la chose la plus importante au monde. Et son cœur se brisait en 1000 morceaux. Parce que Gabriel méritait cela. Il méritait d'avoir quelqu'un pour jouer au ballon le week-end, quelqu'un pour l'aider avec ses devoirs quand il commencerait l'école, quelqu'un pour assister au spectacle de la maternelle, quelqu'un pour sécher ses larmes quand le monde semblerait trop grand et effrayant. Gabriel méritait d'être vu, reconnu, aimé par ses deux parents. Chaque fois que le garçon posait des questions sur son père, Sophie avait l'impression que quelqu'un lui enfonçait un couteau dans la poitrine et le tournait lentement. « Maman, Lucas à la maternelle a dit que je n'ai pas de vrai papa. C'est pas vrai, hein? Maman, pourquoi mon papa ne vient jamais me chercher? Il ne m'aime pas? Maman, si je suis très sage, il voudra me connaître ?» Chaque question était une goutte d'acide sur une plaie ouverte, parce que Sophie ne pouvait pas dire la vérité sans détruire l'innocence de son fils. Elle ne pouvait pas expliquer que son père se trouvait à seulement 20 mètres de là, vivant dans la même propriété, mais existant dans un univers complètement différent. Un univers où Gabriel n'avait pas sa place, où il n'y avait pas d'espace pour les enfants illégitimes des employés de maison, où l'apparence et le statut social importaient plus que l'amour ou la responsabilité. Sophie voyait la confusion dans les yeux verts de Gabriel, ces mêmes yeux qu'il avait hérités de son père. Elle voyait la tristesse s'installer peu à peu, comme un brouillard couvrant un paysage. Elle voyait le garçon essayer de comprendre pourquoi il était différent des autres enfants. Pourquoi quelque chose d'aussi élémentaire que d'avoir un père présent lui était refusé. Et la culpabilité la dévorait vivante. Peut-être aurait-elle dû insister davantage il y a 5 ans. Aurait-elle dû frapper à la porte du bureau d'Alexandre et exiger d'être entendue? Aurait-elle dû envoyer des lettres recommandées? Aurait-elle dû chercher des avocats, même sans avoir l'argent pour en payer un? Mais chaque fois qu'elle envisageait ces options, une voix cruelle lui murmurait à l'esprit « Qui va te croire ? Une employée de maison disant que son patron millionnaire est le père de son enfant? On va te traiter de profiteuse, d'opportuniste, de menteuse. » Alors elle avait choisi le silence. Elle avait choisi d'élever Gabriel seul. Elle avait choisi de le protéger du rejet et du jugement. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait peut-être fait le mauvais choix. Parce que Gabriel n'avait pas besoin d'être protégé d'une vérité difficile. Il avait besoin d'un père. Il avait besoin de savoir d'où il venait. Il avait besoin de la moitié de son identité qui lui manquait. Sophie faisait des services doublés dès qu'elle le pouvait, économisait chaque centime, achetait des vêtements dans des friperies pour que Gabriel ait des baskets neuves, sautait des repas pour qu'il n'ait jamais faim, dormait moins pour qu'il ait plus d'attention. Mais rien de tout cela ne comblait le vide en forme de père qui grandissait à l'intérieur du garçon. Elle le voyait quand Gabriel dessinait. Il incluait toujours 3 personnes dans ses dessins, maman lui-même et une silhouette masculine grande qu'il insistait pour dessiner, même sans savoir exactement à quoi son père ressemblait. « Ça, c'est mon papa », disait Gabriel en montrant le bonhomme bâton. « Un jour, il viendra me chercher et on sera une vraie famille. » L'espoir pur dans cette voix enfantine détruisait Sophie. Parce qu'elle connaissait la vérité. Elle savait qu'Alexandre avait fait le choix conscient d'ignorer la possibilité d'avoir un enfant avec elle.
Elle savait qu'il préférait la commodité de prétendre que cette nuit n'avait jamais eu lieu. Et maintenant, il y avait Éléonore, la fiancée parfaite, la femme idéale pour son monde, la fusion d'entreprises déguisée en mariage d'amour. Sophie avait servi du champagne à la fête de fiançailles 3 mois plus tôt. Elle avait vu Alexandre mettre une bague en diamant au doigt d'Éléonore. Un diamant qui coûtait probablement plus que ce que Sophie gagnerait dans toute sa vie. Elle avait entendu les applaudissements, les toasts, les plans grandioses pour le mariage de l'année. Et elle avait dû sourire. Elle avait dû servir des boissons. Elle avait dû être invisible pendant qu'elle regardait le peu d'espoir qui lui restait se briser. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités et le retour au silence de l'hôtel particulier, Sophie s'était enfermée dans la minuscule salle de bain de la chambre de bonne et avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Gabriel avait frappé à la porte. « Maman, ça va ? Je suis juste fatiguée, mon amour. Maman sort tout de suite. » Encore un mensonge. Elle n'était pas seulement fatiguée. Elle était brisée. Elle regardait le père de son fils construire une nouvelle vie où Gabriel n'aurait jamais sa place. Mais malgré tout, malgré toute la douleur et toute la frustration, Sophie n'arrivait pas à détester complètement Alexandre. Parce que quand elle regardait Gabriel, elle voyait aussi l'homme qu'il pourrait être s'il laissait tomber les masques. Elle voyait l'homme vulnérable dans le jardin cette nuit de réveillon. L'homme qui avait avoué se sentir invisible, même entouré de gens. Peut-être qu'au fond, Sophie nourrissait encore une minuscule étincelle d'espoir. L'espoir qu'un jour, Alexandre se réveillerait et réaliserait ce qu'il perdait. Réaliserait qu'il avait un fils extraordinaire, qu'il l'aimerait inconditionnellement, malgré tout. Un fils qui dessinait des astronautes et rêvait d'étoiles. Un fils qui partageait son dernier morceau de gâteau avec les fourmis parce que, elles aussi, elles ont faim, maman. Un fils qui posait des questions sur son père chaque soir avant de s'endormir, terminant toujours par « mais je sais qu'un jour, il viendra me chercher ». Gabriel méritait plus que des espoirs fragiles et des rêves impossibles. Il méritait la vérité, il méritait la reconnaissance, il méritait la dignité. Et Sophie commençait à réaliser qu'il était peut-être temps d'arrêter de le protéger du rejet et de commencer à se battre pour son droit d'exister pleinement. Même si cela signifiait affronter la fureur d'un monde qui n'était pas prêt à accepter son existence. Mais comment aurait-elle pu imaginer que ce combat commencerait aujourd'hui, au pire moment possible, de la manière la plus dévastatrice? Et puis, il y a 3 mois, l'impossible était devenu encore plus impossible. L'annonce était tombée un samedi matin. Sophie nettoyait la bibliothèque lorsqu'elle entendit Béatrice Dumont, la mère d'Alexandre, parler au téléphone avec une excitation inhabituelle. « Oui, enfin, Alexandre va épouser la fille des chevaliers. Éléonore est parfaite pour notre famille, belle, éduquée et le plus important, elle apporte la fusion que nous attendions depuis des années. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Éléonore, chevalier, fille d'Alain Chevalier, propriétaire de la 2e plus grande chaîne d'hôtels de luxe du pays. Une femme qui apparaissait dans les magazines mondains, portant des robes de grands couturiers et des bijoux valant des fortunes. Une femme du même monde qu'Alexandre. La femme parfaite, du cercle parfait, avec le nom de famille parfait. 2 semaines plus tard, eut lieu la fête de fiançailles officielle. Sophie fut désignée pour aider à servir les invités. Elle n'avait pas le choix. Refuser signifierait perdre son emploi, et elle ne pouvait pas se le permettre. Alors, elle enfila l'uniforme noir et blanc impeccable, attachant ses cheveux en un chignon serré, équilibrant des plateaux de champagne Dom Pérignon, qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Et elle regarda Alexandre tenir la main d'Éléonore avec une délicatesse performative. Elle le regarda sourire aux caméras, tandis que les chroniqueurs mondains photographiaient le couple parfait. Elle regarda sa mère rayonner de satisfaction en présentant sa future belle-fille à chaque personne importante présente. « Cette union va renforcer nos 2 familles », annonça Alain Chevalier pendant le toast. Les entreprises Dumont et les hôtels Chevalier vont ensemble dominer le marché du très grand luxe en Europe. Des applaudissements enthousiastes résonnèrent dans le salon.
Sophie servit plus de champagne, ramassa les coupes vides, resta invisible pendant que son monde s'effondrait silencieusement. La bague de fiançailles était obscène, un diamant énorme qui captait la lumière des lustres et la renvoyait en milliers de petits arcs-en-ciel. Éléonore l'exhibait avec fierté, tournant sa main sous différents angles pour que tout le monde puisse l'admirer. « Alexandre a un goût impeccable », commenta quelqu'un. « Ils auront de magnifiques enfants », ajouta une autre personne. « Des enfants ». Le mot transperça Sophie comme une balle. Alexandre avait déjà un enfant qu'il ignorait, un enfant qui dormait à quelques mètres de là, dans la chambre de bonne exiguë, rêvant d'un père qui ne viendrait jamais le chercher. Mais maintenant, il aurait d'autres enfants. Des enfants légitimes, des enfants avec les bons noms de famille, des enfants qui seraient présentés à la société avec fierté, au lieu d'être cachés comme des secrets honteux. Cette nuit-là, quand elle retourna enfin dans sa chambre sous les toits, Sophie trouva Gabriel réveillé. Il était assis sur son lit, serrant son ours en peluche usée. « Maman, pourquoi tu es triste ?»« Je ne suis pas triste, mon amour, juste fatiguée. Mais tu pleures. » Sophie ne l'avait même pas réalisé, elle essuya rapidement ses larmes. « C'est juste la fatigue. Viens, je vais te coucher. » Gabriel se blottit contre elle. « Maman, un jour mon papa viendra vivre avec nous ?» La question fut un coup de poignard direct au cœur. « Peut-être un jour, mon amour. Je voudrais tellement le connaître. Je parie qu'il est gentil. » Sophie ferma les yeux avec force. Comment expliquer que son père était sur le point d'épouser une autre femme, qu'il construisait une nouvelle famille où Gabriel n'aurait jamais sa place? Les mois suivants furent une lente torture. Sophie entendait les conversations sur les préparatifs du mariage. L'église serait décorée de 10 000 roses blanches importées. La fête aurait un orchestre symphonique et un menu signé par un chef 3 étoiles Michelin. La lune de miel serait un mois de voyage à travers l'Europe. Et avant le mariage, bien sûr, il fallait le dîner de fiançailles officiel. Un événement encore plus grand que la fête d'annonce. Un dîner pour 50 invités, triés sur le volet de l'élite entrepreneuriale et politique. Quand Sophie vit son nom sur le planning de service pour cette soirée, elle sentit son estomac se nouer. Mais encore une fois, elle ne pouvait pas refuser. Elle avait besoin de cet emploi, elle avait besoin de ce salaire, elle avait besoin de la petite chambre sous les toits où Gabriel dormait en sécurité. Alors elle prit les dispositions nécessaires, organisa tout pour que Gabriel reste dans la chambre avec la jeune fille au pair pendant l'événement. La jeune fille était jeune, mais fiable. Gabriel l'aimait bien, tout irait bien. Mais ce que Sophie n'avait pas pris en compte, c'était la curiosité naturelle d'un enfant de 4 ans. Gabriel avait commencé à observer Alexandre ces derniers mois. Chaque fois qu'il voyait l'homme traverser les couloirs de l'hôtel particulier, le garçon s'arrêtait et le regardait avec une intensité déconcertante. « Maman, cet homme a les mêmes yeux que moi. Maman, ses cheveux sont pareils aux miens aussi. Maman, tu crois qu'il m'aimerait bien si on se rencontrait ?» Sophie esquivait les questions, changeait de sujet. Mais Gabriel n'était pas stupide. Il assemblait les pièces du puzzle tout seul. Et ce soir-là, quand il entendit la voix d'Alexandre résonner dans les couloirs, quelque chose en lui décida tout simplement. La jeune fille au père était allée aux toilettes pour seulement 2 minutes. 2 minutes de distraction. Ce fut suffisant. Gabriel ouvrit la porte de la chambre. Ses petits pieds nus, il avait enlevé ses chaussures avant que la jeune fille ne s'en aperçoive, coururent dans le couloir de service, vers le son de cette voix qu'il avait entendue si souvent de loin. Il ne comprenait rien au dîner de gala. Il ne savait rien des fusions d'entreprises ou des convenances sociales. Il ne comprenait pas qu'il existait un abîme infranchissable entre son monde et celui d'Alexandre. Gabriel ne savait qu'une chose. Sa mère gardait une photo cachée sous son lit. Une photo d'un homme grand aux yeux verts. Et elle avait dit, l'une des rares fois où elle n'avait pas pu esquiver la question, que cet homme était spécial, très spécial. Gabriel ne connaissait pas encore le mot « père » dans son sens complet, mais il connaissait « papa ». Tous les autres enfants en avaient un. Ils le voyaient à la maternelle, ils le voyaient au parc, ils le voyaient à la télévision. Et maintenant, enfin,
L'homme de la photo était là, juste là, dans le grand salon, assez proche pour que Gabriel puisse courir jusqu'à lui. Alors, c'est ce que le garçon fit. Il courut avec tout l'amour innocent d'un enfant qui croit qu'il suffit de vouloir pour que les choses se réalisent. Il courut avec l'espoir pur de celui qui ne connaît pas encore le rejet. Il courut droit vers le père qui ne l'avait jamais tenu dans ses bras. Et il cria le mot qui allait tout faire exploser. « Papa !» Sophie vit tout se dérouler au ralenti. Elle vit Gabriel entrer dans le salon. Elle vit le moment exact où Alexandre l'aperçut. Elle vit l'horreur s'installer sur le visage de l'homme, et elle sut, avec une certitude absolue et dévastatrice, qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le secret qu'elle avait protégé pendant 5 ans venait de s'exposer devant 50 témoins qui n'oublieraient jamais cette nuit. La première chose qu'Alexandre fit fut de reculer, un pas brusque en arrière, comme si le contact de Gabriel lui brûlait la peau à travers le tissu cher de son smoking. « Lâche-moi !» La voix sortit, glaciale, tranchante, chaque syllabe aiguisée comme un éclat de verre. Gabriel sentit le changement dans l'air, mais ne le comprit pas. Ses petits bras s'accrochaient toujours fermement à la jambe d'Alexandre. Ses yeux brillaient de cette joie innocente que seuls les enfants parviennent à exprimer avec tant de pureté. « Papa, je savais que tu viendrais. Maman a dit que tu es très important, mais je voulais tellement te connaître. » 50 pères dieux se fixèrent sur la scène. Les conversations moururent instantanément. Même la musique douce qui jouait en fond sonore sembla baisser de volume, comme si l'orchestre lui-même retenait son souffle. Éléonore se leva de sa chaise avec une telle force qu'elle faillit basculer en arrière. Sa robe de soie vola autour de ses jambes, tandis qu'elle s'approchait d'Alexandre. Ses doigts, ornés de bagues coûteuses, agrippèrent le bras de son fiancé avec une force possessive. Alexandre, qui est cet enfant? Sa voix avait ce ton aigu de celle qui essaie de garder son sang-froid, mais sans le contrôle lui échapper. Alexandre regarda Gabriel, le regarda vraiment. Et pour la première fois en 5 ans, il vit ce que tout le monde dans le salon commençait à percevoir. Les mêmes yeux verts émeraude, la même forme ovale du visage, la même fossette qui apparaissait sur le menton, les mêmes cheveux châtains ondulés. C'était comme regarder dans un miroir qui reflétait le passé. Un miroir qui montrait Alexandre à l'âge de 4 ans. Mais au lieu de la reconnaissance, ce qui jaillit en lui fut la panique. « Je ne connais pas cet enfant ». Les mots sortirent rapidement. Défensif, désespéré, Gabriel lâcha enfin la jambe d'Alexandre. La confusion remplaça la joie sur son petit visage. Il leva les yeux vers ce grand homme qui devait être son père. « Mais maman a dit... » « Ta mère a menti », coupa Alexandre, et ce fut comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène du salon. Sophie essaya de bouger. Elle voulut courir vers Gabriel, le prendre dans ses bras, le protéger de ses mots cruels. Mais ses pieds étaient cloués au sol. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle était certaine de tomber si elle essayait de faire un pas. Béatrice Dumont se leva de la table d'honneur, la posture droite de celle qui a l'habitude d'être obéie. Son collier de perles véritables se balança contre sa poitrine, tandis qu'elle s'avançait. Les talons de ses escarpins italiens martelaient le marbre comme un marteau enfonçant des clous dans un cercueil. J'ai toujours su que ces employés étaient source de problèmes. Sa voix portait assez de venin pour tuer. Elle tendit le bras, pointant Sophie d'un doigt accusateur. Ses ongles parfaitement manucurés ressemblaient à des griffes. Toujours à essayer de profiter. Toujours à chercher un moyen de soutirer de l'argent aux familles pour qui elle travaille. Les chuchotements commencèrent, bas au début, mais s'intensifiant rapidement comme un essaim de guêpes furieuses. Mon Dieu, quelle audace! Vous y croyez? Amener un enfant ici et dire que c'est le fils d'Alexandre? Ces gens n'ont vraiment honte de rien. C'est un chantage à la paternité, c'est certain. Classique. Une femme en robe rouge, l'épouse d'un député, se souvint vaguement Sophie, éclata de rire. Un rire strident qui déchira l'air comme un ongle crissant sur un tableau noir. Elle a choisi le soir du dîner de fiançailles pour ça. Quel sens du drame, commenta la femme à son ami à côté, sans même prendre la peine de baisser la voix. Un homme en costume gris, aux cheveux grisonnants peignés en arrière, secoua la tête avec dédain.
Pathétique, absolument pathétique. Alexandre devrait la poursuivre en justice pour diffamation. Éléonore lâcha le bras d'Alexandre et fit 3 pas en direction de Sophie. Chaque pas calculé. Prédateur. Ses yeux bleu clair brûlaient d'une fureur mal contenue. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? Sophie ouvrit la bouche, essaya de former des mots, mais sa gorge était complètement nouée. Vous venez de gâcher mon dîner de fiançailles, mon dîner, avec cette farce ridicule. Éléonore se tourna vers les invités, comme une actrice sur scène s'adressant au public. Vous voyez ça? C'est l'employé de la famille Dumont. Et elle pense vraiment qu'elle peut amener un enfant quelconque ici et dire que c'est le fils de mon fiancé. Plus de rire, plus de commentaires, plus de jugements déversés comme des déchets toxiques. Quel genre d'arnaque bon marché est-ce là? Elle doit être désespérée pour avoir de l'argent. Pauvre Éléonore, devoir supporter ce genre de situation le jour de ses fiançailles. Alain Chevalier se leva. Ses larges épaules semblaient encore plus imposantes sous le costume parfaitement taillé. Il frappa la paume de sa main sur la table avec assez de force pour faire teinter les coupes de cristal. « Alexandre, tu vas permettre à cette personne de t'insulter ainsi, devant nous tous, devant ta fiancée ?» Béatrice se tourna vers les agents de sécurité qui se tenaient discrètement aux entrées du salon. « Vous, venez ici immédiatement !» 2 hommes grands en costume noir commencèrent à s'approcher. Leurs visages étaient des masques professionnels, sans expression. Gabriel se mit à pleurer. Ce n'était pas un cri bruyant, c'étaient ces pleurs silencieux d'un enfant qui commence à comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. Des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'il regardait autour de lui, vers tous ces visages furieux et accusateurs. « Ah, maman » appela-t-il doucement, la cherchant parmi les gens. Sa voix, cette petite voix effrayée et confuse, brisa enfin la paralysie de Sophie. Elle bougea. Ses jambes flageolèrent, mais obéirent. Le plateau qu'elle tenait tomba de ses mains et explosa contre le sol en marbre. Des canapés au saumon fumé s'éparpillèrent. De la porcelaine coûteuse vola en éclats. Personne ne se soucia du plateau. Tous les yeux suivirent Sophie, tandis qu'elle traversait le salon en direction de son fils. « Gabriel, mon amour, viens ici. » Elle essaya de garder une voix ferme, essaya de cacher son désespoir, mais ses mains tremblaient quand elle atteignit le garçon. Gabriel s'agrippa à elle, cacha son visage dans l'uniforme noir et blanc qui sentait le détergent bon marché et la sueur nerveuse. « Maman, pourquoi papa est fâché contre moi? J'ai fait quelque chose de mal ?» Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Sophie. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal. Rien. » Elle s'agenouilla, se mettant à la hauteur de Gabriel, essuya les larmes de son petit visage avec ses pouces, essaya de sourire, mais ses propres yeux la brûlaient. Alexandre observait la scène à quelques mètres de distance. Ses mains étaient serrées en poings si forts que ses jointures étaient devenues blanches. Sa mâchoire était contractée. Une veine pulsait visiblement sur sa tempe. Sophie leva les yeux vers lui, le regarda vraiment. Et pour la première fois, elle le laissa voir toute la douleur qu'elle avait portée seule pendant 5 ans. « Monsieur Alexandre » commença-t-elle, et sa voix sortit brisée. « S'il vous plaît, regardez-le vraiment. Je n'ai besoin de rien regarder. Il a vos yeux, votre menton, votre sourire. L'ADN ne ment pas. »« L'ADN » cria presque Béatrice. Elle rit, mais c'était un rire cruel, vide de toute véritable humour. « Tu penses que nous allons perdre notre temps avec un test ADN ? Avec toi ?» Un des agents de sécurité posa la main sur l'épaule de Sophie. Pas avec force, mais assez fermement pour signifier l'intention. « Madame, je dois vous demander de vous retirer. » Sophie regarda cette main. Puis le visage impassible de l'agent. Puis Alexandre, qui avait tourné la tête, refusant de la regarder, elle ou Gabriel. Ce fut à ce moment que la réalité complète de la situation s'abattit sur Sophie comme une avalanche. Elle venait d'être renvoyée, sans préavis, sans lettre de recommandation, avec une scène publique qui garantissait qu'aucune autre famille de l'élite ne l'embaucherait.
Comment paierait-elle le loyer? Comment achèterait-elle de la nourriture? Comment garantirait-elle que Gabriel ait un toit sur la tête? Et pire que tout cela, infiniment pire, son fils venait d'être rejeté publiquement par son propre père. Devant des dizaines de témoins, Gabriel devrait porter ce souvenir pour le reste de sa vie. Parce qu'une nuit, alors qu'il n'avait que 4 ans, il avait couru avec tout son amour innocent vers son père et avait été traité de menteur, avait été traité comme un inconvénient, comme quelque chose à enlever et à oublier. Sophie prit Gabriel dans ses bras. Il était lourd pour ses bras minces, mais elle le serra de toutes ses forces, le protégeant des regards, des rires cruels, de la haine qui émanait de ce salon luxueux. Tandis qu'elle marchait vers la sortie, les commentaires continuaient, la poursuivant comme des ombres maléfiques. Quelle mascarade ridicule! Alexandre, tu dois poursuivre cette femme en justice. C'est de l'extorsion pure. Imaginez le scandale si cela fuite dans la presse. Quelqu'un doit contrôler cette situation. Les voix transperçaient Sophie comme des flèches empoisonnées. Chaque mot était une humiliation supplémentaire empilée sur l'autre, construisant une montagne de honte qui menaçait de l'écraser complètement. Elle continua à marcher, un pied devant l'autre. Gabriel lourd dans ses bras, son petit visage caché contre son cou, les sanglots silencieux du garçon vibrant à travers son petit corps. Sophie passa devant la table des desserts intacts, des petits fours recouverts d'or comestible, des macarons importés de Paris, du chocolat suisse moulé en formes élaborées, de la nourriture qui coûtait plus que son salaire hebdomadaire, disposée comme décoration pour des gens qui remarqueraient à peine sa saveur. Elle passa devant les fleurs, des arrangements gigantesques de roses, d'orchidées et de lys qui avaient été amenés d'un autre pays spécialement pour cette nuit. Des fleurs qui mourraient en quelques jours, jetées sans arrière-pensée. Elle passa devant les cristaux, des lustres qui captèrent la lumière et la multipliaient en 1000 reflets d'encens. Chaque pièce valant plus que tout ce que Sophie possédait au monde. Et tandis qu'elle passait devant toute cette opulence obscène, une seule question martelait son esprit. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu croire, même pour une seconde, qu'il y aurait une place pour Gabriel dans ce monde? Comment avait-elle imaginé qu'un homme qui vivait entouré de tout ce luxe se soucierait d'un enfant né du mauvais côté de la barrière sociale? La honte lui brûlait la peau comme de l'acide. Pas la honte de Gabriel, jamais de Gabriel, mais la honte d'elle-même, d'avoir été assez faible pour tomber amoureuse de quelqu'un de si haut placé, d'avoir cru que cette nuit dans le jardin avait signifié quelque chose pour Alexandre, d'avoir gardé le souvenir de ce moment comme un trésor précieux, alors que pour lui, ce n'était qu'une erreur d'ivrogne à oublier, et pire, infiniment pire, elle avait transmis de l'espoir à Gabriel. Elle avait permis au garçon de rêver d'un père qui ne le réclamerait jamais. Elle avait gardé la photo cachée, mais suffisamment visible pour que Gabriel la trouve. Elle avait répondu aux questions par des demi-vérités qui alimentaient des fantasmes impossibles. Elle avait échoué envers son fils. Pauvre Éléonore, imaginez devoir gérer ça le jour de ses fiançailles. Cet employé devrait être en prison. C'est clairement une tentative de chantage. Ces gens n'ont aucune honte. Aucune. Sophie sentait les regards collés à son dos. Des regards qui pesaient comme des mains la poussant dehors, l'expulsant, lui faisant comprendre qu'elle n'aurait jamais dû oser respirer le même air que ces gens. Parce que c'était ça, n'est-ce pas? Le vrai crime n'était pas l'existence de Gabriel. Le vrai crime, c'était que Sophie avait oublié sa place, avait franchi une ligne invisible mais bien définie, avait cru, pour un moment fugace, qu'elle était suffisamment humaine pour être vue par quelqu'un comme Alexandre. L'agent de sécurité restait juste derrière elle, ne la touchant pas, mais assez proche pour s'assurer qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle ne se retourne pas, qu'elle ne tente rien, comme si elle était une menace, une criminelle escortée hors de la propriété. Gabriel leva le visage du cou de Sophie. Ses joues étaient mouillées, ses yeux verts, si semblables à ceux d'Alexandre qu'il était impossible de nier le lien, étaient rouges et gonflés. « Maman, je suis désolé. » Sa voix était si petite, si brisée.
Sophie sentit quelque chose se déchirer à l'intérieur de sa poitrine. « Non, mon amour, non, tu n'as pas à t'excuser, pour rien. Mais j'ai gâché la fête. Tout le monde est fâché contre moi. Ils ne sont pas fâchés contre toi, Gabriel. Sophie s'arrêta. Comment expliquer à un enfant de 4 ans le mépris de classe? Comment certaines personnes naissent sur des piédestaux et d'autres naissent pour les servir? Comment le monde avait déjà décidé de la valeur de Gabriel avant même qu'il ne prenne sa première respiration? Ils ne te connaissent pas. S'ils te connaissaient, ils sauraient que tu es la meilleure chose qui soit jamais arrivée dans ce monde. Elle le dit assez fort pour que quelques invités l'entendent. Le dit comme une déclaration, comme une résistance, comme la seule vérité absolue au milieu de tout ce théâtre de mensonges polis. Finalement, Sophie atteignit la porte d'entrée. Les portes doubles en acajou sculpté qui coûtaient plus cher qu'elles ne gagneraient en une décennie. Des portes qui séparaient deux mondes complètement différents. Elle s'arrêta, juste une seconde, et se retourna. Alexandre se tenait au centre du salon. Éléonore, agrippée à son bras, comme une possession précieuse. Béatrice à ses côtés, posture victorieuse. Les invités retournant lentement à leur conversation, au champagne, au faux sourire, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne venait pas de détruire un enfant innocent. Sophie regarda Alexandre, et elle vit quelque chose passer rapidement dans ses yeux, de la peur, de la culpabilité, de la reconnaissance, mais cela ne dura qu'une fraction de seconde avant qu'il ne détourne complètement le regard. Lâche, pensa Sophie, un lâche milliardaire dans des vêtements chers et une vie vide. Et ce fut à ce moment, à cet instant précis de clarté cristalline, que quelque chose changea en elle. La honte commença à se transformer en autre chose, quelque chose de plus chaud, de plus fort, de plus dangereux, la colère, pas la colère explosive et inutile, mais la colère froide et calculée de celle qui réalise enfin qu'elle n'a plus rien à perdre. Pendant 5 ans, Sophie s'était cachée. Elle avait accepté le silence comme protection. Elle avait choisi l'invisibilité comme sécurité. Mais pourquoi faire? Pour protéger qui? Certainement pas Gabriel. Le garçon venait d'être humilié publiquement, rejeté par son père devant des dizaines de témoins, marqué d'un souvenir traumatisant qu'il porterait pour toujours. Et pour protéger Alexandre, l'homme qui venait de la traiter de menteuse, qui avait faim de ne pas reconnaître son propre fils, qui avait choisi sa commodité et sa réputation au-dessus de la dignité d'un enfant. Pourquoi diable Sophie devrait-elle protéger cet homme? Elle avait passé 5 ans à être petite, à être silencieuse, à être invisible. Peut-être était-il temps d'être vue. L'agent de sécurité toucha doucement son épaule. « Madame, s'il vous plaît », Sophie hocha la tête. Elle sortit. Les portes lourdes se refermèrent derrière elle avec un son final qui résonna dans la nuit. Elle marcha à travers le jardin parfaitement entretenu, passa devant les fontaines ornementales, les parterres de fleurs coûteuses, l'entrée circulaire où des voitures de luxe étaient garées en rangées organisées. Gabriel avait arrêté de pleurer. Maintenant, il se contentait de s'agripper au cou de Sophie, sa respiration commençant à se régulariser. « Maman, on va où ?» Bonne question. Où allait-il? Il n'avait plus d'emploi. Pas de recommandations, probablement même pas les économies minimales que Sophie gardait, car Béatrice trouverait sûrement un moyen de retenir tout paiement dû. Il n'avait rien. Mais tandis que Sophie marchait dans la nuit fraîche, portant son fils, quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu du désespoir, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la liberté. Parce que pour la première fois en 5 ans, elle n'avait plus de secrets à protéger. Elle n'avait plus de mensonges à entretenir. Elle n'avait plus peur que la vérité soit découverte. La vérité venait d'exploser de manière spectaculaire au visage de tout le monde. Et maintenant, Sophie devait décider quoi faire des débris. Elle baissa les yeux vers Gabriel, vers son fils magnifique qui méritait bien plus que cela, qui méritait la dignité, la reconnaissance, un père. Et Sophie prit une décision. Elle n'allait plus se cacher. Si Alexandre voulait prétendre que Gabriel n'existait pas, très bien, mais il devrait le faire ouvertement,
publiquement. Il devrait regarder son propre fils dans les yeux et nier sa paternité officiellement. Parce que Sophie n'était plus l'employée invisible qui acceptait le silence comme réponse. Elle était une mère. Et les mères se battent. Sophie s'arrêta à la grille de la propriété, se retourna une dernière fois, regardant l'hôtel particulier illuminé où le dîner continuait probablement comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Une fissure s'était ouverte. Et les fissures, Sophie le savait, avaient l'habitude de s'étendre. Elle ne savait pas encore comment, elle ne savait pas quand, mais elle savait que cette nuit était loin d'être terminée. Parce qu'à l'intérieur de ce salon de cristal et de mensonges, quelqu'un avait vu ce que tous les autres avaient choisi d'ignorer. Et cette personne était sur le point de tout changer. En attente de votre examen pour continuer avec la partie 1 du rebondissement. Si vous aussi, vous sentez que Sophie méritait le respect, si votre cœur se brise pour Gabriel, laissez un like maintenant. Et dans les commentaires, dites-nous, connaissez-vous quelqu'un d'aussi fort que Sophie ? À l'intérieur du salon, le silence gênant qui suivit le départ de Sophie dura exactement 17 secondes. Puis quelqu'un se racla la gorge. Une coupe tinta. Un rire nerveux s'échappa d'un coin, et progressivement, comme des acteurs reprenant leur rôle après une interruption imprévue, les invités retournèrent à leur conversation. « Eh bien, c'était inattendu », commenta quelqu'un. « Pauvre Éléonore, quelle situation désagréable !»« Alexandre, tu as besoin d'un bon avocat pour gérer ça. » La musique reprit. Des serveurs apparurent pour nettoyer les débris du plateau cassé. Le dîner allait bientôt être servi. La vie continuait, mais tout le monde n'était pas prêt à oublier. Le docteur Étienne Lefebvre restait assis sur sa chaise, les yeux fixés sur la porte par laquelle Sophie et l'enfant avaient disparu. Son verre de vin rouge restait intact devant lui. Sa femme, Juliette, lui disait quelque chose à côté, mais il ne traitait pas les mots. Parce qu'Étienne ne pouvait pas s'enlever de l'esprit l'image de ce garçon. 52 ans. 30 ans de carrière médicale, 15 ans en tant que chef de service d'obstétrique à l'hôpital américain de Paris. Étienne avait vu des milliers de bébés, des milliers de familles. Il avait développé, au fil des décennies, un œil clinique aiguisé pour les ressemblances génétiques. Et ce garçon était le fils d'Alexandre. Il n'y avait aucune place au doute. Les mêmes yeux verts avec cette teinte spécifique d'émeraude qu'il connaissait depuis qu'Alexandre était enfant. La même ligne de mâchoire, légèrement carrée, la même fossette au menton qui apparaissait quand il souriait ou quand il était sur le point de pleurer, le même schéma d'ondulation dans les cheveux châtains, même la forme des oreilles était identique. Il était génétiquement impossible que ces ressemblances soient une coïncidence. Étienne connaissait Alexandre depuis qu'ils avaient tous deux 7 ans. Ils avaient grandi ensemble, étudié dans le même lycée privé, joué dans la même équipe de football. Étienne avait des photos d'Alexandre enfant gardées dans de vieux albums chez lui. Et ce garçon était une copie parfaite d'Alexandre à l'âge de 4 ans. Mais ce n'était pas seulement la ressemblance physique qui dérangeait Étienne. C'était quelque chose de plus. Un souvenir qu'il avait repoussé au fond de son esprit il y a des années et qui revenait maintenant avec une clarté troublante. Il y a 5 ans, la fête du réveillon de l'entreprise Dumont. Étienne y était allé avec Juliette. Une nuit de célébration exagérée, comme l'étaient toujours les fêtes de la famille Dumont. Alexandre avait trop bu, beaucoup trop. Il s'était disputé violemment avec sa petite amie de l'époque. Étienne ne se souvenait même plus de son nom. La femme était partie furieuse et Alexandre avait continué à boire. Vers 3 heures du matin, Étienne avait trouvé son ami titubant seul dans le jardin. Il était si ivre qu'il tenait à peine debout. Étienne avait dû l'aider à regagner sa chambre. Et sur le chemin, Alexandre avait parlé, ce genre de discours décousu et honnête qui n'arrive que lorsque l'alcool dissout tous les filtres sociaux. « Tu sais ce qui est drôle, Étienne ?» avait murmuré Alexandre, s'appuyant lourdement sur l'épaule de son ami. « Tout le monde ici, tous, ils me regardent et voient le nom de famille, l'argent, les attentes. Tu as trop bu, mon ami. Allons te mettre au lit. » Mais elle, Sophie, elle m'a vu, m'a vraiment vu.
On a parlé pendant des heures. Elle ne voulait rien de moi. Elle ne voulait impressionner personne. Elle m'a juste écouté. Étienne n'y avait pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Les conversations d'ivrogne signifiaient rarement quelque chose le lendemain. Mais il se souvenait du nom, Sophie, l'employée. Et il se souvenait aussi que lorsque le sujet avait été mentionné quelques jours plus tard, Alexandre avait tout nié, avait dit qu'il était trop ivre pour se souvenir de quoi que ce soit, avait dit qu'il avait probablement rêvé, avait dit à Étienne d'oublier, et Étienne avait oublié. Ou du moins, il avait repoussé le souvenir dans un coin sombre où il n'avait pas besoin de l'examiner. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à voir ce garçon, Gabriel, l'employé l'avait appelé Gabriel, agrippé à la jambe d'Alexandre avec un amour pur et innocent sur le visage, jusqu'à entendre Alexandre nier, jusqu'à regarder 50 personnes rire et juger pendant qu'un enfant était détruit émotionnellement. « Étienne, tu m'écoutes ?» La voix de Juliette pénétra enfin ses pensées. Il se tourna vers sa femme. Elle le regardait avec inquiétude. « Qu'y a-t-il ? Tu as ce visage que tu fais quand tu rumines quelque chose. À quoi penses-tu » Étienne regarda de l'autre côté du salon. Alexandre était retourné à la table d'honneur. Éléonore était collée à lui comme une sangsue, parlant rapidement à son oreille. Béatrice de l'autre côté, gesticulant tout en parlant à d'autres invités. Tout le monde travaillait dur pour normaliser la situation, pour balayer l'incident sous le coûteux tapis persan. Ce garçon était son fils. Juliette cligna des yeux. Quoi ? L'enfant, Gabriel, c'est le fils d'Alexandre. Je n'ai absolument aucun doute. Étienne, tu ne peux pas savoir ça juste en regardant. Si, je peux. Juliette, je suis obstétricien depuis 15 ans. J'ai étudié la génétique à la faculté. Ce garçon est génétiquement identique à Alexandre. Identique. Juliette regarda nerveusement autour d'elle, vérifiant si quelqu'un écoutait. Même si c'est vrai, ça ne nous regarde pas. Un enfant vient d'être humilié publiquement. Ça ne nous regarde pas, Étienne. Juliette posa sa main sur la sienne, serrant doucement. Elle connaissait ce ton dans la voix de son mari, connaissait cette posture de celui qui était sur le point de faire quelque chose qu'il ne devrait pas. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. C'est une situation qui concerne la famille Dumont. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec le fait de faire ce qui est juste. Et qui décide ce qui est juste? Toi? Alexandre est ton ami depuis des décennies. S'il dit qu'il ne connaît pas cet enfant, il ment. Les mots sortirent, fermes, définitifs. Juliette soupira. Elle connaissait suffisamment bien son mari pour savoir que lorsqu'Étienne décidait que quelque chose était injuste, il n'y avait aucun moyen de le convaincre de se taire. Tu vas ruiner ta relation avec lui, qu'il en soit ainsi. Je ne vais pas rester assis à regarder un enfant innocent être détruit pendant que tout le monde prétend n'avoir rien vu. Étienne se leva. Sa chaise racla légèrement le sol en marbre. Quelques invités proches regardèrent brièvement dans sa direction avant de retourner à leur conversation. Juliette attrapa son poignet. « Étienne, réfléchis bien. Une fois que tu auras ouvert la bouche, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu vas devenir l'ennemi de la famille Dumont. Tu vas perdre des contrats, des patients, des amitiés. » Il regarda sa femme, vit l'inquiétude sincère dans ses yeux, et il l'aima encore plus pour cela. Pour s'inquiéter pour lui-même, alors qu'il était sur le point de faire quelque chose de potentiellement destructeur pour leur vie. Mais certaines choses étaient plus importantes que la convenance sociale. « Je sais, mon amour, mais si je reste silencieux maintenant, je ne pourrai pas me regarder dans le miroir demain. » Il embrassa doucement sa main et se dégagea. Chaque pas vers la table d'honneur semblait plus lourd que le précédent. Étienne sentait les yeux de quelques invités le suivre. Cette sensation que les gens perçoivent quand quelque chose d'important est sur le point de se produire. Alexandre était assis, raide comme une statue. Ses mains étaient serrées en poing sur la table. Son visage était un masque de contrôle forcé, mais Étienne connaissait suffisamment bien son ami pour voir les fissures. Peur, culpabilité, panique à peine dissimulée. « Alexandre !» dit Étienne en arrivant assez près. « Il faut qu'on parle. » Alexandre ne leva pas les yeux. « Pas maintenant, Étienne. »« Si, maintenant. »
Éléonore s'interposa immédiatement. Ses yeux bleus étincelèrent d'irritation. Docteur Lefebvre, cette scène lamentable est terminée. Pouvons-nous, s'il vous plaît, retourner à... Cet enfant et son fils. Silence. Pas le silence graduel d'avant, mais un silence soudain et total, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de la télécommande de l'univers. Toutes les conversations moururent instantanément. Toutes les têtes se tournèrent. Toutes les attentions se fixèrent sur Étienne. Et il sentit le poids de ce moment, le poids de la vérité qu'il était sur le point de lâcher, la vérité qui ne pourrait pas être rattrapée une fois dite à voix haute. Mais il était trop tard pour reculer maintenant. Béatrice fut la première à retrouver sa voix. Elle se leva si brusquement que sa chaise faillit basculer. « Étienne Lefebvre, vous avez trop bu. C'est absolument ridicule. » « Je n'ai rien bu, et ce n'est pas ridicule. C'est de la génétique de base. » Étienne balaya le salon du regard, faisant face à chaque visage qu'il observait, certains avec choc, d'autres avec une curiosité morbide, certains commençant à montrer quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance gênante. « Je suis médecin depuis 30 ans, obstétricien depuis 15 ans. J'ai étudié la génétique à la faculté de médecine de Paris. J'ai travaillé sur des milliers de cas impliquant la paternité, l'hérédité, les ressemblances familiales. » Sa voix était calme, ferme, chargée de l'autorité de décennies d'expérience. Et je peux affirmer avec une certitude professionnelle absolue que ce garçon est le fils biologique d'Alexandre. « C'est absurde !» tonna Alain Chevalier, se levant avec assez de force pour faire trembler la table. « Vous allez croire une employée profiteuse plutôt que votre propre amie. Je ne la crois pas, elle. Je crois mes propres yeux, ma formation médicale. 3 décennies d'expérience. » Et Étienne se tourna directement vers Alexandre, qui n'avait toujours pas levé le regard de l'assiette vide devant lui. « Alexandre, regarde-moi. » Lentement, comme si chaque mouvement coûtait un effort immense, Alexandre leva les yeux. « Tu as vu cet enfant? Vraiment vu? » « Je ne... » « Il a tes yeux, Alexandre, la même couleur exacte. Cette nuance de vert émeraude que personne d'autre dans ta famille n'a. Il a ton menton, ta fossette, la forme de ton visage, le schéma d'ondulation de ses cheveux. » Alexandre ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Étienne se tourna vers les invités. Sa voix monta d'un ton, non pas agressive, mais projetée pour atteindre chaque coin du salon. « Combien d'entre vous connaissent Alexandre depuis l'enfance, depuis l'époque de l'école ?» Il y eut une pause. Puis, avec hésitation, 5 mains se levèrent. Un homme aux cheveux grisonnants, 2 femmes d'âge moyen, un couple plus âgé assis près de l'entrée. « Vous avez vu ce garçon, dites la vérité. N'était-il pas absurdement ressemblant à Alexandre enfant ?» Les 5 se regardèrent, mal à l'aise. Personne ne voulait être le premier à être d'accord. Personne ne voulait se mettre contre la famille Dumont. Mais finalement, une des femmes, Madame Amélie, une vieille amie de la famille qui devait avoir ses 70 ans passés, se racla la gorge. « Étienne a raison, et Dodu. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Béatrice ouvrit la bouche pour protester. « Amélie, vous ne pouvez pas... » « J'ai l'âge de dire ce que je pense, Béatrice. » interrompit Madame Amélie avec l'autorité sereine que seules des décennies de vie confèrent. « Et j'ai vu cet enfant. La ressemblance est... remarquable. Plus que remarquable. Elle est impossible à ignorer. » Elle se tourna vers Alexandre avec des yeux qui mêlaient déception et compassion. « Alexandre, mon cher, je t'ai vu grandir. Je t'ai tenu dans mes bras quand tu étais bébé. Et ce garçon est ton portrait craché. » « Elle a raison, » ajouta l'homme aux cheveux grisonnants, sa voix hésitante mais ferme. « Désolé, Alexandre, mais l'enfant est identique à toi. Les mêmes yeux, le même visage. Il n'y a pas moyen de le nier. »« Il y a moyen de le nier si, » explosa Éléonore, son contrôle de soi se brisant enfin. « C'est ridicule. Vous allez vraiment croire une employée quelconque juste parce qu'un enfant ressemble vaguement. »« Pas vaguement, » corrigea Étienne, « spécifiquement, génétiquement, incontestablement. » Il s'approcha davantage d'Alexandre, baissant la voix pour que seuls les plus proches puissent l'entendre. « Tu te souviens de la fête du réveillon? Il y a 5 ans ?» Alexandre devint visiblement pâle. « Je t'ai ramené dans ta chambre.
Tu étais ivre. Tu as parlé d'elle, de Sophie. Tu as dit qu'elle t'avait vu vraiment, que vous aviez parlé pendant des heures. Je ne me souviens pas de ça. Si, tu t'en souviens, tu fais juste semblant de ne pas t'en souvenir parce que c'est plus pratique. Fernando, un avocat ami de longue date, intervint depuis la table voisine. Sa voix était prudente, mesurée, mais claire. Alexandre, je suis ton ami depuis plus de 20 ans, et je dois être d'accord avec Étienne. La ressemblance est impossible à ignorer. Tu devrais, au minimum, faire un test ADN. Je ne ferai aucun test, dit Alexandre, mais sa voix sortit sans conviction, faible, défensive. Pourquoi pas? Demanda Étienne. Si tu es si sûr de ne pas être le père de cet enfant, un test ADN le prouverait définitivement, mettrait fin à tout doute, protégerait ta réputation. Le silence qui suivit fut dense, lourd, parce que tout le monde dans le salon comprenait l'implication. Si Alexandre était si certain de ne pas être le père, pourquoi refusait-il de faire un simple test qui prouverait son innocence? Parce qu'il sait, répondit Étienne à sa propre question, sa voix basse mais chargée de certitude. Il sait que cet enfant est son fils. Il l'a toujours su. Il a juste choisi de l'ignorer. Étienne, ça suffit, appela Juliette depuis leur table, sa voix chargée d'inquiétude. Tu en as assez dit. Mais Étienne ne s'arrêta pas, parce qu'il avait dépassé le point de non-retour, et maintenant qu'il avait commencé, il devait finir. Tu sais, n'est-ce pas, Alexandre, tu sais que si tu reconnais cet enfant, tout s'effondre, le mariage, la fusion, la vie parfaite que tu as construite. Alexandre ferma les yeux. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids d'années de déni devenait enfin trop lourd à porter. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement aussi simple. Tu as un fils. Cet enfant existe. Il ne va pas disparaître juste parce que tu prétends qu'il n'est pas réel. Éléonore se leva, sa robe de soie froufroutant. Assez. Je ne resterai pas ici à écouter ces accusations absurdes. Alexandre, ou tu mets fin à cela maintenant, ou quoi? La défia Étienne. Tu vas partir? Annuler le mariage? Tu devrais peut-être. Parce que si tu vas épouser cet homme, tu devrais au moins connaître la vérité sur qui il est. Comment osez-vous? J'ose parce qu'un enfant de 4 ans vient d'être humilié publiquement, vient d'être rejeté par son propre père devant 50 personnes. Et tout le monde ici, tout le monde, a préféré rire et juger plutôt que de voir ce qui était juste devant leur visage. Étienne regarda autour de lui dans le salon. Certains invités avaient la décence de paraître honteux, d'autres restaient indignés, mais tous écoutaient. Cette femme, Sophie, a élevé cet enfant seule pendant 5 ans, sans demander d'aide, sans exiger d'argent, sans faire de scandale public. Elle a travaillé, elle s'est occupée de son fils, elle a gardé sa dignité. Il se tourna de nouveau vers Alexandre. Et aujourd'hui, quand cet enfant innocent a couru vers toi avec un amour pur dans les yeux, tu l'as rejeté, tu l'as traité de menteur. Tu as ordonné qu'on renvoie sa mère. Oh, tu ne sais rien, dit Alexandre, mais sa voix était brisée. J'en sais assez. Je sais que tu es un lâche. Je sais que tu choisis l'argent et le statut plutôt que de faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste? Explosa enfin Alexandre, se levant avec force. Tu crois que c'est si simple? Si je reconnais cet enfant, je perds tout. La fusion avec les chevaliers s'arrête. Le mariage s'arrête. L'entreprise perd des milliards. Alors tu perds, dit simplement Étienne. Mais au moins, tu auras fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, répéta amèrement Alexandre. Tu ne comprends pas. Tu n'as aucune idée de la pression, des attentes, de ce qui est en jeu. Non, je comprends. Je comprends que tu as peur. Je comprends que ta vie va changer complètement si tu reconnais ce garçon. Mais je comprends aussi ceci. Cet enfant n'a pas demandé à naître. Il n'a pas demandé à avoir un père qui le rejette. Il n'a rien fait de mal. Étienne fit un pas de plus. Et si tu te fiches vraiment de lui, si tu peux vraiment regarder cet enfant dans les yeux et prétendre que ce n'est pas ton fils, alors peut-être que tu ne mérites même pas d'être père. Les mots tombèrent comme une sentence, finale, irrévocable. Alexandre resta là, tremblant légèrement.
Son visage était un mélange de colère, de peur, de culpabilité et d'autres choses, quelque chose qui ressemblait étrangement à de la reconnaissance. Et puis, du fond du salon vint une voix douce. « Ils sont encore là !» Tout le monde se tourna. C'était l'un des serveurs, un jeune homme d'à peine 20 ans, l'employé et l'enfant. Ils n'ont pas quitté la propriété. Ils sont assis dehors, près de la grille. Le salon tout entier retint son souffle, parce que soudain, ce n'était plus une discussion théorique. Ce n'était plus à propos de souvenirs ou de ressemblances ou de futurs tests ADN. Sophie et Gabriel étaient là, dehors, attendant. Et Alexandre devait décider, à cet instant précis, ce qu'il allait faire de cette information. L'information flotta dans l'air comme une fumée toxique. Sophie et Gabriel étaient toujours là, dehors, devant les grilles, attendant. Alexandre eut l'impression que le sol venait de disparaître sous ses pieds. Tous les choix qu'il avait faits au cours des 5 dernières années, tous les mensonges qu'il s'était racontés, tous les souvenirs qu'il avait enterrés, tout le déni soigneusement construit, s'effondrait comme un château de cartes. Il pouvait continuer à prétendre, il pouvait les laisser partir, il pouvait poursuivre avec le mariage, avec la fusion, avec la vie parfaitement planifiée, ou il pouvait faire quelque chose qui le terrifiait plus que tout au monde, il pouvait dire la vérité. Étienne observait son ami avec un mélange de compassion et de détermination. « Alexandre, tu as un choix à faire maintenant. Un choix qui définira qui tu es vraiment. »« Ce n'est pas un choix, » murmura Alexandre. « C'est un suicide social. »« Non, c'est la paternité, c'est la responsabilité, c'est devenir un adulte. » Éléonore agrippa le bras d'Alexandre avec des ongles qui ressemblaient à des serres. « Si tu sors par cette porte maintenant, Alexandre Dumont, c'est fini entre nous. Le mariage est fini, la fusion est finie, tout est fini. » Alexandre la regarda, la femme avec qui il avait prévu de passer le reste de sa vie. Et il réalisa quelque chose de surprenant. Il ne ressentait rien, aucune douleur face à la menace, aucune peur de la perdre, juste du vide, parce que cela n'avait jamais été une question d'amour, cela avait été une question de convenance, d'unir 2 fortunes, de plaire aux familles et de construire des empires. Mais de l'autre côté de ces grilles se trouvait un garçon de 4 ans qui avait ses yeux, son sourire, son sang, un garçon qui avait couru vers lui avec une joie pure et avait été détruit par un rejet cruel. Alexandre se dégagea de l'emprise d'Éléonore. Alors peut-être que certaines choses doivent prendre fin. Il commença à marcher. Chaque pas vers la porte était comme traverser du béton frais, lourd, difficile, exigeant un effort conscient. « Alexandre, tu ne peux pas être sérieux !» cria Béatrice, sa voix montant de 2 octaves. « Pense à l'entreprise, pense à la famille, pense à tout ce que tu vas perdre. » Il s'arrêta, se tourna pour regarder sa mère. « Et si je n'y vais pas? Qu'est-ce que je gagne? De l'argent, j'en ai déjà. Un statut, je l'ai déjà. Une vie vide où je prétends être heureux tout en niant l'existence de mon propre fils. » Béatrice resta sans voix pour la première fois de sa vie. Alexandre continua à marcher. Il passa devant les tables des invités choqués, passa devant les arrangements floraux coûteux, passa devant toute cette opulence qui semblait soudain obscène et dénuée de sens. Étienne sourit discrètement. Juliette, sa femme, couvrit sa bouche de sa main, les yeux embués de larmes. Madame Amélie hocha la tête d'un air approbateur. « Enfin, » murmura-t-elle. Alexandre atteignit la porte d'entrée. Ses mains tremblaient lorsqu'il les posa sur les poignets en acajou sculptés. Il prit une profonde inspiration. 1 fois, 2 fois, et il ouvrit les portes. La nuit était fraîche, l'air lui coupait les poumons. Alexandre descendit les marches de marbre, traversa le jardin illuminé par des lanternes stratégiquement placées, passa devant la fontaine ornementale où des carpes koi nageaient en cercles infinis. Et là, assis sur le trottoir, de l'autre côté de la grille, en fer forgé, se trouvaient Sophie et Gabriel. La femme serrait le garçon contre sa poitrine. Elle avait enlevé le gilet fin qu'elle portait et l'avait enroulé autour des épaules de Gabriel, qui tremblait. Non pas de froid, réalisa Alexandre, mais de sanglots contenus.
Sophie vit Alexandre s'approcher. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle attira instinctivement Gabrielle plus près d'elle, protectrice. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, et sa voix était de l'acier pur. Toute la soumission de l'employé s'était évaporée. Maintenant, elle n'était plus qu'une mère protégeant son petit. Alexandre s'arrêta à quelques mètres de distance. Il ouvrit la bouche, la referma. Il ne savait pas par où commencer. Gabrielle leva le visage de la poitrine de sa mère. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Quand il vit Alexandre, le garçon se recroquevilla, se cachant derrière Sophie. Cette réaction transperça le cœur d'Alexandre comme une lance. Ce garçon avait peur de lui. Il avait couru vers lui avec amour, et Alexandre avait transformé cet amour en peur. « commença-t-il, sa voix flanchant. « J'ai besoin, puis-je lui parler ?»« Non, répondit immédiatement Sophie. Vous n'en avez pas le droit. Plus maintenant. Sophie, s'il vous plaît, répéta-t-elle, et il y avait du feu dans sa voix maintenant. Vous m'avez humilié devant 50 personnes. Vous avez traité notre fils de menteur. Vous avez ordonné mon renvoi. Et maintenant, vous voulez lui parler? Je sais que je n'en ai pas le droit. Je sais que j'ai été un lâche, un monstre. Je sais tout ça. Alexandre fit un pas de plus. Sophie se leva, se plaçant entre lui et Gabrielle comme un bouclier. Mais j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin d'essayer de réparer ce que j'ai brisé. Vous ne pouvez pas réparer ça, dit Sophie, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé. Il se souviendra de cette nuit pour le reste de sa vie. Il se souviendra que son père l'a rejeté publiquement. Je sais, mais je peux au moins essayer d'expliquer, essayer de m'excuser. Sophie rit, mais c'était un rire amer, sans humour. Des excuses? Vous pensez que des excuses suffisent? Non, elles ne suffisent pas. Rien ne serait suffisant. Mais je peux commencer par là. Il y eut un long silence. Le vent nocturne faisait bruisser les arbres autour d'eux. De l'intérieur de l'hôtel particulier, la musique et les voix étouffées continuaient. La vie suivait son cours là-bas, indifférente au drame qui se jouait aux grilles. Alors, Gabrielle parla. Sa voix était si petite qu'Alexandre faillit ne pas l'entendre. « Maman, laisse-le parler. » Sophie baissa les yeux vers son fils. « Gabrielle, tu n'es pas obligé. Je veux entendre. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi il ne m'aime pas. » Ces mots détruisirent tout ce qui restait de défense chez Alexandre. Il s'agenouilla, là, sur le trottoir sale, son smoking à 3000 € touchant le sol. Il s'agenouilla pour être à la hauteur de Gabrielle. « Puis-je m'approcher ?» Sophie hésita. Puis, lentement, elle hocha la tête. Alexandre s'approcha doucement, comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. Il s'arrêta à 1 mètre de Gabrielle. Le garçon l'observait avec ses yeux verts identiques aux siens. Des yeux pleins de confusion, de chagrin et pourtant, étonnamment, une minuscule étincelle d'espoir. « Quel est ton nom complet ?» demanda gentiment Alexandre. « Gabrielle » répondit doucement le garçon. « Gabrielle est un joli nom. Fort. Tu sais ce qu'il signifie ?» Gabrielle secoua la tête négativement. « Il signifie « homme de Dieu » ou « messager ». C'est le nom d'un ange très important. Ma mère a dit que mon 2e prénom est le même que le tien. » Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. « Vraiment? Et c'est quoi ?»« Alexandre. Je m'appelle Gabriel Alexandre. » Les mots tombèrent sur Alexandre comme un poids immense. Sophie lui avait donné son nom. Pendant toutes ces années, en l'élevant seule, elle avait honoré Alexandre en donnant son nom à leur fils. « C'est un nom très spécial. » parvint à dire Alexandre, la voix étranglée. « Pourquoi tu as dit que tu ne me connaissais pas ?» demanda soudain Gabrielle. « Pourquoi tu as été méchante avec moi ?» Alexandre ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes, les premières larmes qu'il s'autorisait à verser depuis des années. « Parce que j'ai eu peur. Peur de quoi? Peur de beaucoup de choses. Peur que ma vie change. Peur de ce que les gens allaient penser. Peur de ne pas être un bon père. Mais tu es mon père. » La question était si simple, si directe, si dévastatrice d'honnêteté. Et Alexandre réalisa qu'il était arrivé au moment de vérité.
Il n'y avait plus nulle part où fuir. Il n'y avait plus de mensonges derrière lesquels se cacher. « Oui, dit-il, et le mot sortit à la fois comme une confession et une libération. « Oui, Gabriel, je suis ton père. » Gabriel regarda Sophie, cherchant confirmation. Elle hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Alors pourquoi tu n'es jamais venu me voir? » « Parce que j'ai été un lâche. Parce que j'ai choisi de prétendre que tu n'existais pas. Parce que je pensais qu'ignorer serait plus facile que d'affronter la vérité. Et maintenant? Maintenant je sais que j'avais tort, terriblement tort. Je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à ta mère. Et je ne peux pas remonter le temps et réparer ça. » Alexandre tendit la main lentement, hésitant. « Mais si tu me donnes une chance, juste une chance, j'aimerais essayer d'être le père que tu mérites. Le père que j'aurais dû être depuis le début. » Gabriel regarda cette main tendue, puis sa mère, puis de nouveau Alexandre. Et lentement, si lentement que cela semblait se dérouler au ralenti, le garçon tendit sa petite main et toucha les doigts d'Alexandre. Le contact fut électrique. Alexandre eut l'impression qu'un circuit venait de se compléter, comme si une partie de lui qui manquait depuis 5 ans était enfin revenue à sa place. Il tint cette petite main avec toute la délicatesse qu'il possédait, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux et fragile. « Bonjour, Gabriel, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je m'appelle Alexandre, et je crois que je suis ton papa. » Gabriel ne lâcha pas la main de son père. Ses petits doigts se refermèrent autour des doigts plus grands d'Alexandre, avec une confiance hésitante, comme s'il testait si c'était réel ou si cela disparaîtrait comme de la fumée s'il serrait trop fort. « Tu vas rester maintenant ?» demanda le garçon, sa voix chargée d'une vulnérabilité à fendre le cœur. Alexandre ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par une voix furieuse venant de l'entrée de l'hôtel particulier. Alexandre Dumont! Éléonore se tenait en haut de l'escalier de marbre, sa robe de soie blanche flottant dans le vent nocturne comme les voiles déchirées d'un navire en perdition. Ses yeux brûlaient d'une fureur qu'elle n'essayait même plus de dissimuler. Derrière elle, les invités étaient sortis du salon. 50 personnes observaient maintenant la scène du haut des marches comme un public dans un théâtre antique, attendant de voir comment le drame allait se dérouler. Béatrice se tenait aux côtés d'Éléonore, le visage un masque d'horreur et d'indignation. Alain Chevalier semblait sur le point d'avoir une crise cardiaque, son visage devenant progressivement plus rouge. Mais il y en avait d'autres aussi. Étienne était là, avec Juliette à ses côtés, Madame Amélie, Fernando, l'avocat, et sur les visages de certains, pas tous, mais certains, il y avait quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'approbation. « Tu vas vraiment faire ça ?» Éléonore descendit les marches à pas furieux, ses talons martelant le marbre comme des coups de feu. « Tu vas vraiment tout jeter en l'air? Notre fusion? Notre mariage? Notre avenir ?» Alexandre se leva lentement, mais ne lâcha pas la main de Gabriel. Le garçon s'agrippa à lui plus fort, effrayé par toute cette colère dirigée vers eux. « Notre avenir ?» répéta Alexandre, et sa voix avait un calme étrange. Le calme de celui qui a enfin cessé de fuir. « Quel avenir, Éléonore? Un mariage sans amour? Une vie construite sur des mensonges et des convenances? Comment oses-tu? J'ai osé très peu de choses jusqu'à présent. J'ai osé prétendre. J'ai osé mentir. J'ai osé abandonner mon propre fils. » Il regarda Sophie, qui se tenait immobile à côté d'eux, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « J'ai osé laisser cette femme élever notre fils seul pendant 5 ans, sans aide, sans soutien, sans reconnaissance. » Alexandre se tourna vers les invités qui observaient d'en haut. « Vous avez tous vu, vous avez vu un enfant innocent implorant d'être reconnu. Vous m'avez vu nier mon propre fils. Vous m'avez vu détruire un garçon de 4 ans par peur que ma vie parfaite ne s'effondre. » Sa voix monta, chargée d'émotions brutes. « Eh bien, elle va s'effondrer, et c'est très bien, parce que cette vie ne valait rien si elle signifiait abandonner mon fils. » Éléonore arriva assez près pour qu'Alexandre puisse voir les larmes de rage dans ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes d'orgueil blessé, de plans ruinés. « Tu commets la plus grande erreur de ta vie. » « Non,
La plus grande erreur de ma vie a été de prétendre que Gabriel n'existait pas. Alexandre se pencha à nouveau, se mettant à la hauteur de son fils. Il posa sa main libre sur l'épaule menue du garçon. « Gabriel, tu m'as demandé si j'allais rester. La réponse est oui. Je vais rester, pas juste aujourd'hui, pas juste demain, mais pour toujours, si tu me le permets. » Gabriel regarda sa mère, cherchant conseil. Sophie hocha la tête à travers ses larmes, incapable de former des mots. Le garçon se retourna vers Alexandre. Et puis, avec la confiance soudaine que seuls les enfants possèdent, il se jeta en avant et serra son père dans ses bras. Ses petits bras fins s'enroulèrent autour du cou d'Alexandre. Son petit visage se cacha dans l'épaule du smoking coûteux, et il murmura 3 mots qui détruisirent et reconstruisirent Alexandre simultanément. « Je t'aime, papa ». Alexandre s'effondra. Les larmes qu'il avait retenues pendant des années, peut-être toute sa vie, coulèrent enfin librement. Il serra Gabriel dans ses bras, comme s'il tenait la chose la plus précieuse de l'univers. Parce que c'était le cas, « Je t'aime aussi », murmura-t-il en retour. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Désolé pour chaque anniversaire que j'ai manqué, chaque dessin que je n'ai pas vu, chaque nuit où tu t'es endormi sans avoir de père. Je suis désolé pour tout. » Du haut de l'escalier, quelqu'un se mit à pleurer. C'était Juliette, la femme d'Étienne, les mains couvrant son visage. Madame Amélie essuyait ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Même Fernando, l'avocat toujours si composé, semblait avoir quelque chose dans l'œil. Étienne descendit lentement les marches et s'arrêta à côté d'Alexandre. Il posa sa main en l'épaule de son ami. « Tu as fait le bon choix. » Alexandre leva les yeux vers l'homme qui avait eu le courage de parler quand tous les autres avaient choisi le silence. « Merci de ne pas m'avoir laissé continuer à être un lâche. C'est à ça que servent les amis. » Éléonore observait la scène avec un mélange d'incrédulité et de fureur impuissante. Elle arracha la bague de fiançailles de son doigt avec une telle force qu'elle faillit la jeter au sol, mais se retint au dernier moment. « C'est fini entre nous, Alexandre. Complètement fini. » Elle lança la bague dans sa direction. L'énorme diamant tomba sur le sol pavé avec un tintement pathétique et roula jusqu'à s'arrêter près des pieds de Sophie. Sophie regarda cette bague, cette pierre qui valait plus que tout ce qu'elle possédait, et ne ressentit rien. Aucune envie, aucun regret. Juste un vide là où il y avait eu de la douleur. « J'en suis heureux », répondit simplement Alexandre. « Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. » Et je ne suis pas cette personne. Éléonore tourna les talons et remonta les marches avec fureur, passant droit devant les invités. Son père la suivit, marmonnant quelque chose à propos de poursuites judiciaires et de conséquences. Plusieurs autres invités commencèrent à partir également, certains avec des expressions de désapprobation, d'autres secouant la tête de dégoût. Le scandale serait le sujet de toutes les conversations mondaines pendant les mois à venir. Mais certains restèrent, Étienne et Juliette, Madame Amélie, Fernando. Quelques autres personnes qui connaissaient Alexandre depuis toujours et reconnaissaient le courage quand ils le voyaient. Et puis Béatrice descendit les marches. Lentement, chaque pas semblant coûter un effort immense. Tout le monde devint tendu. Sophie attira instinctivement Gabriel plus près, le protégeant de la grand-mère qui avait été si cruelle quelques minutes auparavant. Mais Béatrice ne regarda pas Sophie, elle regarda Gabriel, le regarda vraiment, pour la première fois, et elle vit ce que tous les autres avaient vu. Pas seulement la ressemblance physique avec Alexandre, mais quelque chose de plus, l'innocence, la vulnérabilité, l'espoir pur dans les yeux d'un enfant qui voulait juste être aimé. Commença-t-elle, sa voix brisée. Il te ressemble vraiment quand tu étais petit. Alexandre se leva, gardant maintenant Gabriel dans ses bras. « Mère, j'ai été épouvantable », interrompit-elle. Des larmes commencèrent à couler sur son visage parfaitement maquillé. « J'ai été horrible avec cet enfant, avec Sophie. Elle couvrit son visage de ses mains, ses épaules secouées de sanglots. « J'ai un petit-fils, et j'ai failli le perdre, avant même de le connaître. » Gabriel observait sa grand-mère avec curiosité. Il ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais il comprenait l'émotion quand il la voyait. « Tu es ma mamie ?» demanda-t-il avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Béatrice baissa les mains,
regarda ce petit visage qui était l'image parfaite de son fils, et quelque chose fondit en elle. Toutes les préoccupations de statut social, toutes les angoisses sur ce que les autres penseraient, tout devint insignifiant devant ses yeux verts innocents. « Oui, répondit-elle, sa voix douce. Je suis ta mamie, si tu veux bien de moi. » Gabriel regarda Alexandre, puis Sophie, cherchant la permission. Sophie ne voulait pas la donner. Une partie d'elle voulait protéger Gabriel de plus de douleur, mais elle vit quelque chose dans les yeux de Béatrice. Un regret sincère, et peut-être, juste peut-être, une chance de rédemption. « C'est ton choix, mon amour, » dit doucement Sophie. Gabriel réfléchit un instant, puis il tendit son petit bras vers Béatrice. « Bonjour, mamie !» Et Béatrice Dumont, la matriarche de fer de la famille Dumont, la femme qui ne montrait jamais de faiblesse en public, s'effondra. Elle gravit les dernières marches et serra son petit-fils dans ses bras pour la première fois, pleurant ouvertement. « Pardon, » murmura-t-elle. « Pardon, mon chéri. Mamie a été très sotte. » Les invités qui étaient restés furent témoins de quelque chose d'extraordinaire cette nuit-là. Pas une fusion d'entreprise, pas un mariage de convenance, mais quelque chose d'infiniment plus rare et précieux. Une famille se formant à partir des décombres de mensonges et de peurs. Une famille imparfaite, compliquée, mais réelle. Alexandre regarda Sophie. Elle se tenait toujours à quelques pas, observant tout avec des yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait pas croire que cela se produisait réellement. « Sophie » appela-t-il doucement. Elle le regarda sur la défensive, protégeant toujours son cœur. « Merci de l'avoir élevé, de lui avoir donné mon nom, d'avoir été forte quand j'étais faible, d'avoir été tout ce que je n'ai pas été. » Sophie secoua la tête. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste aimé mon fils. Tu as tout fait. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer de compenser les années que j'ai perdues, à essayer d'être le père que Gabriel mérite. » Il fit une pause. « Si tu me laisses faire. » Sophie regarda Gabriel, blotti dans les bras de son père, regarda Béatrice, qui tenait la petite main de son petit-fils comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Regarda Étienne, qui avait tout risqué pour dire la vérité. Et enfin, elle permit à l'espoir, cette émotion dangereuse qu'elle avait tenté d'étouffer pendant 5 ans, de se rallumer dans sa poitrine. « Un pas à la fois, » dit-elle. Et Alexandre sourit. Un vrai sourire, peut-être le premier sourire sincère de sa vie d'adulte. Un pas à la fois. Parce qu'à ce moment-là, sous les étoiles froides de la nuit, aux grilles d'un hôtel particulier où tout s'était effondré et reconstruit, une vérité devint limpide pour tous ceux qui en avaient été témoins. Certaines choses sont plus importantes que l'argent, le statut ou les plans soigneusement élaborés. Alexandre Dumont avait appris quelque chose cette nuit-là qu'aucune salle de réunion, aucun MBA dans une université d'élite, aucune négociation millionnaire ne lui aurait jamais enseigné. Qu'il y a des choses dans le monde qui ne peuvent pas être achetées, qui ne peuvent pas être négociées, qui ne peuvent pas être externalisées ou déléguées ou ignorées jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La paternité en faisait partie, la responsabilité en était une autre, et la vérité, cette vérité dérangeante qu'il avait enterrée pendant 5 ans, trouvait toujours un moyen de remonter à la surface. Pendant 5 ans, Alexandre avait construit sa vie sur une fondation de déni. Il se réveillait chaque matin et choisissait activement de ne pas penser à Sophie, de ne pas penser à cette nuit dans le jardin, de ne pas penser à la possibilité que ses actions aient eu des conséquences permanentes. Il s'était convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait, qu'il protégeait sa famille, son entreprise, son avenir, mais en réalité, il ne protégeait que sa peur. Peur que sa vie ne change, peur de décevoir les attentes, peur que les gens le voient tel qu'il était vraiment, non pas l'héritier parfait, non pas l'homme d'affaires brillant, mais juste un homme faillible et effrayé qui avait commis une erreur et fui les conséquences. Et que lui avait coûté cette peur? 4 ans de la vie de Gabriel. 4 ans de premiers mots qu'il n'avait jamais entendus, de premiers pas auxquels il n'avait jamais assisté, de premiers dessins qu'il n'avait jamais reçus.
Des nuits où Gabriel avait posé des questions sur son père et avait reçu des demi-vérités douloureuses. Alexandre avait perdu tout cela, et non par nécessité, non par impossibilité, mais par choix, par lâcheté. Dans les jours qui suivirent cette nuit, alors que le scandale se répandait dans les cercles mondains de l'élite comme une traînée de poudre, Alexandre eut beaucoup de temps pour réfléchir à qui il était et à qui il voulait être. La fusion avec les chevaliers fut annulée, bien sûr. Éléonore épousa un entrepreneur lyonnais moins d'1 an plus tard. Alexandre entendit dire qu'elle était enceinte maintenant. Il lui souhaita d'être heureuse, sincèrement. Elle méritait quelqu'un qui l'aime vraiment. Certains investisseurs devinrent nerveux. Quelques actions des entreprises Dumont chutèrent temporairement. Il y eut des réunions tendues, des conversations difficiles avec le conseil d'administration. Mais l'entreprise survécut. Plus que cela, elle prospéra. Parce qu'il se produisit quelque chose d'inattendu. L'histoire fuita dans la presse, évidemment. Impossible de garder une telle chose secrète. Mais le récit qui émergea ne fut pas celui qu'Alexandre craignait. Un grand patron reconnaît son fils et rompt ses fiançailles de convenance pour assumer sa paternité, titraient les journaux. Certaines personnes le jugèrent, beaucoup de gens le jugèrent, mais étonnamment, beaucoup d'autres le respectèrent. Respectèrent le courage d'admettre une erreur, respectèrent le choix de placer la paternité au-dessus de fusions milliardaires. Dans le monde d'aujourd'hui, écrivit un chroniqueur, où les hommes puissants fuient souvent leurs responsabilités personnelles, Alexandre Dumont a fait quelque chose de radical. Il a assumé les conséquences de ses actes. Mais Alexandre connaissait la vérité. Il n'était pas un héros, pas un exemple. Il était juste un homme qui avait mis 5 ans de trop à faire ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Et pourtant, même en sachant qu'il avait terriblement échoué, il était déterminé à ne pas échouer à nouveau. Alors, il commença à apprendre à être père. 2 fois par semaine, il allait chercher Gabriel. Au début, le garçon était hésitant, méfiant. Les cicatrices du rejet ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Mais Alexandre persista, avec patience, avec humilité, avec amour. Ils allèrent au parc, au jardin d'acclimatation, au cinéma. Alexandre apprit que Gabriel adorait l'astronomie, qu'il rêvait d'être astronaute, qu'il avait peur du noir mais prétendait être courageux pour ne pas inquiéter sa mère. Il apprit que Gabriel dessinait tous les jours, qu'il collectionnait des pierres qu'il trouvait jolies, qu'il adorait quand Sophie faisait des crêpes le dimanche. Il apprit que son fils était extraordinaire, gentil, curieux, résilient malgré tout ce qu'il avait traversé. Et Alexandre réalisa quelque chose qui changea sa perspective pour toujours. Il ne faisait pas une faveur à Gabriel en étant présent. C'était Gabriel qui lui faisait une faveur, en lui donnant la chance d'être père, d'expérimenter un type d'amour qu'il n'avait jamais connu, un amour inconditionnel, un amour qui ne dépendait pas de la performance ou du succès ou d'attentes imposées, un amour qui existait simplement parce qu'il existait. Sophie observait tout cela d'une distance prudente. Elle ne demanda jamais d'argent, n'exigea jamais rien. Alexandre proposa une pension alimentaire, bien sûr, proposa de payer un meilleur logement. L'université pour Sophie, tout. Elle refusa presque tout, mais elle accepta l'université. Pour Gabriel, dit-elle, pour qu'il voie que l'éducation est importante. Et Alexandre l'aima pour cela. Pas d'un amour romantique. Ce navire avait quitté le port il y a longtemps, mais d'un amour fait de profond respect et d'admiration, pour sa force, sa dignité, son refus d'être une victime ou d'être dépendante. Sophie avait élevé Gabriel seule avec moins que rien, et elle avait fait un meilleur travail que la plupart des parents disposant de toutes les ressources du monde. Alors peut-être était-ce la vraie leçon qu'Alexandre apprenait, que la dignité ne vient pas des comptes en banque ou des noms de famille importants. Elle vient du fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle vient du fait d'aimer inconditionnellement. Elle vient du choix de la vérité plutôt que de la convenance. Et à ce moment-là,
En repensant aux mois écoulés depuis cette nuit fatidique, Alexandre comprit quelque chose de fondamental sur qui il était maintenant par rapport à qui il avait été. 6 mois après cette nuit, la vie avait trouvé un nouvel équilibre. Pas parfait, il ne le serait jamais, mais réel, honnête, construit sur des vérités plutôt que sur des mensonges pratiques. Gabriel s'épanouit d'une manière qui surprit même Sophie. Le garçon qui avait été timide et hésitant courait maintenant dans le bureau d'Alexandre avec une confiance joyeuse. Il avait sa propre chaise, petite, recouverte de cuir bleu, où il s'asseyait quand il aidait papa à travailler. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui », annonçait Gabriel, brandissant des dessins de fusées et de planètes. Et Alexandre arrêtait tout. Peu importait s'il était au milieu d'un appel important ou s'il examinait des contrats. Il s'arrêtait, prenait ce dessin avec la même révérence que d'autres hommes réservaient aux œuvres d'art coûteuses et regardait vraiment. « Elle va où, cette fusée ? Sur Mars, et tu viens avec moi ? Bien sûr que je viens. Il faut bien quelqu'un pour piloter. » Ces moments, petits, simples, apparemment insignifiants, étaient ceux qu'Alexandre chérissait le plus. Parce que c'étaient les moments qu'il avait manqués. Les moments qu'il ne pouvait pas récupérer, mais qu'il pouvait commencer à créer maintenant. Béatrice se transforma en la grand-mère la plus dévouée qu'on puisse imaginer. La femme qui avait traité Sophie de profiteuse insistait maintenant pour que Gabriel lui rende visite au moins 3 fois par semaine. Elle acheta une étagère entière de livres pour enfants, transforma l'une des chambres de l'hôtel particulier en salle de jeu. Apprit à Gabriel à jouer aux échecs à 4 ans, il ne comprenait pas encore tout, mais il adorait déplacer les pièces. « Ma mamie est gentille, dit un jour Gabriel à Sophie. Elle fait des cookies à chaque fois que je viens. » Et Sophie, qui avait tout à fait le droit de garder rancune, se contenta de sourire, parce que garder de la colère n'empoisonnerait que l'avenir, et Gabriel méritait un avenir sans poison. Le docteur Étienne devint une partie permanente de la vie de Gabriel. Le tonton Étienne, qui avait toujours des histoires fascinantes sur la médecine et la science, qui répondait à toutes les questions infinies de Gabriel avec une patience inépuisable. Tonton Étienne, pourquoi le ciel est bleu? À cause de la façon dont la lumière du soleil interagit avec l'atmosphère, champion. Tu veux que je te montre avec une expérience? Alexandre n'oublia jamais que c'était Étienne qui avait eu le courage de parler quand tous les autres avaient choisi le silence. « Je te dois tout, » dit-il un soir alors qu'il partageait un whisky dans son bureau. « Tu ne me dois rien, mais tu dois à ce garçon le temps que tu as perdu, les souvenirs que tu n'as pas créés. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à compenser. » Sophie commença ses études de psychologie de l'enfant à l'université. 3 fois par semaine, elle se levait tôt, laissait Gabriel avec Alexandre ou Béatrice et allait en cours. Elle découvrit qu'elle adorait apprendre, adorait étudier le développement de l'enfant, adorait l'idée de pouvoir un jour aider d'autres enfants. Son monde, qui avait été si petit et limité, s'élargissait d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle se fit des amis à l'université, participa à des groupes d'études, découvrit qu'elle était intelligente, capable, méritant d'être là. « Comment s'est passé ton cours aujourd'hui ?» demandait Alexandre quand elle venait chercher Gabriel. « Incroyable. On étudie le développement cognitif. Tu savais qu'à 4 ans, les enfants commencent à comprendre les concepts abstraits de temps et d'espace ?» Et il parlait, non pas comme patron et employé, non pas comme ex-amant, mais comme coparents unis dans l'objectif commun d'élever Gabriel de la meilleure façon possible. Il n'y avait pas de romance entre eux. Ce chapitre s'était refermé il y a longtemps. Mais il y avait quelque chose de peut-être plus précieux. Un respect mutuel, un partenariat, un engagement partagé pour le bien-être de leur fils. Un soir, Alexandre couchait Gabriel dans le nouvel appartement qu'il avait acheté près du sien. Non pas pour Sophie, avait-il souligné, mais pour que Gabriel ait son propre espace quand il restait avec son père. Gabriel était blotti sous les couvertures à motifs d'étoiles, serrant son ours en peluche usé. « Papa, est-ce que tu m'aimes ?» La question transperçait encore le cœur d'Alexandre chaque fois que Gabriel la posait. «
parce que cela signifiait que le garçon avait encore besoin de confirmation, portait encore les cicatrices de ce premier rejet. Plus que tout au monde, Gabriel, même si je ne suis pas comme ces autres enfants riches, Alexandre sentit des larmes lui brûler les yeux. Il s'assit sur le bord du lit, prit les petites mains de Gabriel. « Gabriel, regarde-moi. Tu es mon fils, peu importe combien d'argent j'ai. Peu importe le travail que fait ta mère. Tu es mon fils, et je t'aime plus que tout dans cet univers tout entier. Plus que ton entreprise, infiniment plus. Plus que les belles voitures, plus que toutes les voitures du monde, plus que mamie. » Alexandre rit. « Eh bien, mamie t'aime aussi beaucoup. Mais oui, tu es la chose la plus importante dans ma vie. » Gabriel sourit. Ce sourire qui était la copie parfaite du sourire d'Alexandre. « Je t'aime aussi, papa. Même quand tu es arrivé en retard la semaine dernière. Désolé pour ça. Une réunion s'est prolongée. C'est pardonné. Maman a dit que les papas aussi font des erreurs parfois. » Et à ce moment-là, dans cette petite chambre au plafond couvert d'étoiles phosphorescentes, Alexandre comprit quelque chose de profond sur la paternité. Il ne s'agissait pas d'être parfait. Il s'agissait d'être présent. Il s'agissait de se montrer. Il s'agissait de choisir, chaque jour, de mettre cet enfant en premier. Il s'agissait d'aimer inconditionnellement, même quand, surtout quand, c'était difficile. Sophie passa la tête par la porte entrebâillée, observant le père et le fils. Et pour la première fois en 5 ans, elle ressentit une paix complète. Parce que Gabriel avait enfin ce qu'il avait toujours mérité. Un père qui l'aimait. Une famille imparfaite et non traditionnelle, mais vraie. Et parfois, dans les fins les plus improbables, dans les situations les plus brisées, quelque chose de beau parvient à pousser. Parce que l'amour réel, choisi, engagé, trouve toujours un chemin. Même lorsque ce chemin commence par un garçon de 4 ans criant « Papa !» dans un salon rempli d'étrangers jugeurs, parce qu'au final, ce cri n'a pas détruit une famille, il en a créé une. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez dans les commentaires. Chaque enfant mérite d'être aimé, parce que ce n'est pas seulement une histoire sur un millionnaire et une employée. Ce n'est pas une question d'argent ou de statut social. C'est quelque chose de bien plus profond et universel sur la paternité, la responsabilité et le courage de faire ce qui est juste même quand le monde entier regarde. Combien de fois jugeons-nous les gens sur leur apparence, leur profession, leur classe sociale? Sophie a été humiliée publiquement simplement parce qu'elle était employée. Simplement parce qu'elle avait osé franchir une ligne invisible que la société a tracée entre nous et eux. Gabriel a été rejeté, traité implicitement de menteur, traité comme un inconvénient. Tout cela à l'âge de 4 ans. Un enfant innocent qui voulait juste connaître son père. Et pourquoi? Parce qu'il était né du mauvais côté de cette ligne imaginaire. Mais la vérité gagne toujours à la fin. L'amour trouve toujours un chemin. Et le courage, même s'il vient trop tard, même s'il vient après des années de lâcheté, vaut toujours quelque chose. Connaissez-vous une Sophie dans votre vie? Une femme qui a élevé ses enfants seule, avec une dignité absolue, sans demander de faveur, sans tendre la main? Quelqu'un qui a travaillé dur, qui a tout sacrifié pour ses enfants, qui a gardé la tête haute, même quand la société essayait de la rabaisser. Mentionnez cette personne dans les commentaires. Elle mérite d'être honorée, elle mérite d'être vue, elle mérite de savoir que sa force n'est pas passée inaperçue. Ou peut-être connaissez-vous un Alexandre, quelqu'un qui a commis des erreurs terribles, qui a fui ses responsabilités, mais qui a trouvé le courage de changer, d'admettre, de grandir, parce que la rédemption existe. Les secondes chances sont réelles. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Laissez votre like si vous croyez qu'Alexandre a fait le bon choix en reconnaissant Gabriel. Commentez quel a été le moment le plus émouvant de cette histoire pour vous. Était-ce quand Gabriel a crié « Papa », quand Alexandre a enfin reconnu son fils, quand Étienne a eu le courage de dire la vérité, quand Béatrice a serré son petit-fils dans ses bras pour la première fois? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur la famille, le pardon, les secondes chances et le pouvoir transformateur de l'amour véritable.
partager avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il n'est jamais trop tard pour assumer ses responsabilités. Avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que la dignité ne vient pas des comptes en banque. Avec quelqu'un qui a besoin de voir que les familles ne sont pas définies par les noms ou le statut social, mais par l'amour, la présence et l'engagement. Rappelez-vous, la paternité, ce n'est pas l'ADN, c'est se réveiller chaque jour et choisir d'être présent, choisir d'aimer, choisir de se montrer même quand c'est difficile. Gabriel a attendu 4 ans pour ce moment, 4 ans de questions sans réponse, 4 ans de dessein d'un père qu'il n'avait jamais connu, 4 ans d'espoir pur et innocent. Et finalement, il a obtenu ce qu'il avait toujours mérité, un père. Et Alexandre a obtenu ce qu'il ne savait pas qu'il avait désespérément besoin, un fils qui lui a appris que certaines choses sont infiniment plus importantes que les fusions d'entreprises et les dîners de gala. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Merci de vous être soucié de Sophie, de Gabriel, de leur parcours. On se voit à la prochaine histoire émouvante. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi être l'Étienne dans la vie de quelqu'un. La personne qui a le courage de dire la vérité quand tous choisissent un silence commode. La personne qui défend ce qui est juste, même quand cela a un coût. Soyez cette personne.